Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'entretien de ce dimanche nous amène dans les coulisses de la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Pour en parler, je suis en compagnie du président de cette institution, M. Issoufou Bourema, que nous présente d'abord Genga Kibrema dans ce portrait. Né le 15 décembre 1964 à Niamey, où il fit ses études primaires et secondaires, M. Bourema Issoufou entamera ses études supérieures en 1984 à l'université de Niamey, où il décroche sa maîtrise en droit, option droit privé en 1989. De 1990 à 1992, il fréquenta l'École nationale de la magistrature de Paris, où il sortira nanti du diplôme de magistrat. À son retour au Niger en 1992, il entamera une riche carrière professionnelle au sein de l'administration judiciaire du Niger. D'abord comme juge au tribunal de Konni de 1992 à 1994, juge des affaires coutumières toujours au tribunal de Konni de 1994 à 1996, de 1996 à 1999, président du tribunal d'instance de Madawa, de 1999 à 2002, président du tribunal d'instance de Boboui, de janvier 2002 à août 2003, substitut du procureur près le tribunal d'Ottawa, de août 2003 à novembre 2005, président du tribunal d'instance à Bouza, de 2005 à 2007, procureur de la République près le tribunal de Dipa, de 2007 à 2009, procureur adjoint du tribunal de grande instance hors classe de Niamey, chef de division au ministère de la Justice en 2009. En 2010, directeur des affaires pénales et des grâces toujours au ministère de la Justice. Et enfin, à partir de 2011, le président de la République fait appel à Issoufou Bourema pour lui confier la présidence de la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, Halsia, une tâche qu'il est en train d'accomplir avec brio. Humble et courtois, M. Bourema Issoufou était un magistrat intègre, sensible aux attentes des justiciables. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accorder cet entretien. Pour commencer, présentez-nous assez rapidement la structuration de votre institution. Merci Foguet. La haute autorité de lutte contre la corruption que j'ai l'honneur de présider a été créée le 26 juillet 2011 par le décret 2011-219 PRN de la même date. L'objectif poursuivi en créant cette structure est de doter le Niger d'un instrument capable de lutter contre la corruption, avec comme cahier de charge le rétablissement du monopole fiscal de l'État et la recherche de l'efficacité de la dépense publique. Ces deux grandes préoccupations ont poussé le président de la République à mettre en place la haute autorité de lutte contre la corruption afin de lui permettre de se préparer certainement à sa propre redevabilité, puisque, ayant été élu sur la base d'un programme dans lequel il a promis au peuple nigérien la réalisation de beaucoup de choses qui sont censées contribuer au développement du Niger. L'objectif également est de permettre de mobiliser donc les ressources, mais également faire en sorte que ces ressources soient également utilisées à bon escient pour que les infrastructures, pour que les services sociaux de base qu'il est censé servir au peuple nigérien qu'il a choisi puissent se faire. C'est essentiellement la vision politique qui a présidé à la naissance de la haute autorité de lutte contre la corruption, mais très vite, au regard de l'ampleur du phénomène au Niger, le travail auquel nous sommes attelés a nécessairement porté sur la prévention, puisque le texte qui nous crée ne nous a pas donné suffisamment de moyens pour que l'aspect répression également soit pris en compte. C'est donc dans ces conditions que, tant bien que mal, en dépit de la faiblesse du texte qui nous crée, nous avons essayé de travailler pour
pour lutter contre la corruption, pour aider le gouvernement à pouvoir réaliser les objectifs qu'il s'est donnés, des objectifs qui, somme toute, tendent vers la réalisation des OMD, aujourd'hui dépassés, mais la lutte contre la corruption doit continuer. À la fin de son mandat, le gouvernement peut s'enorgueillir d'avoir réalisé beaucoup de choses, et quelque part, on peut dire que la lutte contre la corruption a permis cela, parce que la lutte contre la corruption, quand on s'adonne à la lutte contre la corruption, c'est également pour rechercher le développement du pays. Oui, monsieur Bourema, justement, le 14 avril dernier, vous étiez reçu en audience par le président de la République, et au sortir de l'entrevue, vous étiez resté muet sur l'objet de cette entrevue. Pourquoi ce silence? L'objectif était, dans un premier temps, de nous instruire par rapport justement à une dénonciation qui était parvenue à son bureau, une dénonciation faite par une structure de la société civile, Transparency International, en ce qui concerne les concours d'accès à la fonction publique. C'est d'ailleurs pour cela qu'ensemble, nous nous sommes retrouvés pour démontrer à cette structure que la dénonciation est bien parvenue dans ses mains et qu'en présence de cette structure, nous soyons instruits de mener des investigations qui d'ailleurs avaient déjà été déclenchées avant même que l'entretien ait lieu. C'est essentiellement cela, mais bien sûr, par la suite, il y a eu des instructions, d'autres discussions, ou plutôt d'autres instructions qui ont été données par le président de la République. Oui, monsieur le président, vous venez de l'évoquer, une fraude massive a entaché le dernier concours de recrutement à la fonction publique, entraînant son annulation pure et simple. Alors, comment avez-vous été saisi de cette question? Sur la base d'une délation ou comment ça se passe? Merci de me permettre de m'étaler un peu sur cette question. La question des concours est en train de devenir vraiment un problème sérieux dans l'administration nigérienne. Nous avons reçu plusieurs plaintes dans tous les concours qui se sont déroulés au Niger. Et la dernière affaire, après la dernière affaire, une autre plainte concernant le concours du ministère des Finances. Des plaintes sont également parvenues à la Halcia et des investigations ont été menées sans désemparer. Et là, je vous assure que ce que nous découvrons est complètement effarant, parce que nous avons des candidats qui ont obtenu, sur les deux matières où ils ont composé, des candidats ont obtenu des notes de 0 et 0. Et ces notes sont transformées en 16 et 17. Et dans des cas pareils, on en a trouvé une dizaine, sans compter ceux qui ont entre 1 et 5, en tout cas les notes éliminatoires. Pratiquement sur l'ensemble des résultats, nous n'avons pas une vingtaine qui ont réellement les notes pour admettre. Et donc cette situation est également très grave. La première fois, ce concours avait été organisé conjointement avec le ministère, avec la Halcia, une décision prise par un conseil des ministres. Et je me rappelle que c'était 800 places. Et le fait que la Halcia était aux côtés du ministère de la fonction publique, seules 400 places ont pu être pourvues parce qu'il fallait vraiment faire le travail avec beaucoup de sérieux. Et c'était sur les 400 autres places qui restaient qu'en catimini, le ministère de la fonction publique a créé les conditions de faire ce concours sans même que nous le sachions. Et c'est ce concours-là qui est encore l'objet de plaintes et de dénonciations à notre niveau. Et ce que nous venons de découvrir dépasse l'entendement, parce que sur 400 personnes, pratiquement moins de 20 ou 30 sont réellement aptes à occuper les postes prévus. Pratiquement, c'est vraiment la catastrophe. Je pense bien que le gouvernement sur ce terrain doit nécessairement prendre des mesures d'envergure, des mesures très fortes pour que des choses pareilles n'arrivent pas. Dans un dossier, au ministère des Finances, c'est quand même des cadres qu'on recrute pour monter des dossiers. On parle de faible consommation du budget. Comment quelqu'un qui a 0 et 0 dans la matière peut se retrouver cadre et qu'on lui demande de faire un travail pour faire développer ce pays? Ce n'est pas possible. On est en train d'hypothéquer l'avenir du Niger. Ce n'est pas normal.
L'autre concours, c'était 12 000 candidats pour 1800 places. Il reste encore 10 000. Qu'on ne leur ôte pas au moins l'espoir. Si ça continue comme ça, je pense bien que les chemins de la radicalisation, toute radicalisation, passe généralement par des frustrations. Et je pense bien qu'il est très important pour le gouvernement de prendre des dispositions pour que la justice sociale, l'équité puisse prédominer dans l'organisation des concours. Oui, Monsieur le Président, toujours dans le cadre de vos attributions, quelle est la nature de vos rapports avec les services chargés de la mobilisation des ressources comme la douane ou le service des impôts? Voyez-vous, dans Alcia, il y a le IA, infractions assimilées. Les infractions assimilées, c'est non seulement donc nous avons la corruption, qui est donc l'acte de remise d'argent ou de biens pour obtenir un service, mais il y a également les infractions assimilées qui sont donc les détournements de deniers publics, les blanchiments, l'enrichissement illicite, la concussion, le trafic d'influence. Alors, restaurer le monopole fiscal de l'État, c'est créer les conditions pour que les ressources mobilisées par les services fiscaux, c'est-à-dire la douane, les impôts, puissent uniquement profiter au budget national. Et or, il se trouve que, c'est vrai, un jour, Cotecna, qui est donc un service qui accompagne l'État dans la mobilisation des ressources, a fait un rapport dans lequel elle dénonçait que les ressources actuelles générées par les services de la douane sont seulement de l'ordre du tiers des ressources qu'on aurait pu attendre. C'est vrai que lorsque j'ai porté cette information à des amis douaniers, ils ont battu en brèche la théorie en disant que non, Cotecna, ça pouvait être tendancieux. Mais l'expérience des investigations que nous avons eu à faire m'ont démontré effectivement que c'est la véracité de cette affirmation de Cotecna. Je vais vous prendre un exemple. Lorsque nous avons été saisis par un citoyen d'une dénonciation relativement au dédouanement des produits congelés, poissons et poulets congelés, nous avons, dans notre manière de faire, puisque nous utilisons la technique de la coopération internationale, nous sommes allés au port de Cotonou, Lomé et Tema, avec nos collègues de structures anticorruption de ces États. Ils nous ont accompagnés pour avoir les vrais montants, les vrais tarifs et les vraies quantités importées par nos commerçants. Et sur cette base, lorsque nous avons approché les services de douane en leur disant voilà les tarifs que vous auriez pu appliquer, ils les ont acceptés. Difficilement, c'est vrai, avec la résistance, mais puisque nous avons maintenu la veille sur cette activité, au bout d'un certain moment, nous avons demandé au service de la douane de nous faire le point sur les résultats, en leur demandant de comparer les recettes avant qu'on amène les données et après. C'est-à-dire que dans notre correspondance, nous avons demandé quelles étaient vos recettes du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014. Puis, faites-nous également les recettes du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015 pour une même quantité. Et la réponse était que en 2014, c'est-à-dire avant que la Alcia vienne jouer son rôle de veille, ils avaient fait 148 millions. Et en 2015, pendant la même période et pour la même quantité, avec la veille de la Alcia, ils ont fait 562 millions. C'est-à-dire que c'est du simple au triple. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'immédiatement, en voyant ces résultats, le ministre des Finances a instruit le directeur général des douanes de nous approcher pour que nous puissions également généraliser ce travail d'investigation, ce travail de détection de fraude commise par des opérateurs économiques nigériens sur d'autres articles, et nous allons le faire notamment sur le riz, sur les planches, sur l'huile végétale, et certainement donner à la douane les moyens de vérifier que les fraudes dont elle est victime, plus ou moins, mais également faire en sorte que, au cours de cette mobilisation des ressources, que justement ceux qui se servent en même temps que l'État, puisque quand même, qu'on le veuille ou non, il y a aussi ce problème-là qui est là, c'est-à-dire c'est rétablir effectivement le monopole fiscal, c'est-à-dire faire en sorte que seul l'État profite des ressources mobilisées. Vous voulez parler de détournement des deniers publics également. Et également, du côté de la recherche de l'efficacité de la dépense publique, nous sommes dans un cadre certes informel avec tous les autres corps de contrôle, mais nous avons décidé de suivre effectivement cette dépense publique en regardant les ressources allouées au ministère
pour les activités données, et en allant sur le terrain, parce que nous le faisons également. Nous sommes actuellement au niveau du ministère de l'Éducation nationale sur la région de Maradi, où nous sommes en train de voir les sommes effectivement engagées et perçues pour concevoir les classes, et si voir si sur le terrain, si ça correspond. Si ça correspond. C'est vrai que le rapport est actuellement en cours, mais nous avons trouvé quand même sur l'exercice 2013 des classes qui n'ont pas encore été faites. Sur l'exercice 2014, des tables bancs. Pour la région de Maradi, c'est pratiquement 20 000 tables bancs qui n'ont pas encore été livrées, alors que les sommes ont été perçues. Et ces gens-là, nous allons les suivre et faire en sorte que qui rendent gorge. Voilà, et que, à défaut de livrer, que l'argent qu'ils ont perçu soit restitué. Voilà un peu les activités que nous menons. Mais tout cela, vous savez, l'élément le plus important de notre activité, je pense bien que nous l'avons décliné dans la stratégie nationale de lutte contre la corruption, que nous avons fini par élaborer et que dans ces jours-ci, nous allons pouvoir transmettre au gouvernement, qui est une réponse séquencée du diagnostic posé par rapport à la lutte contre la corruption. Nous pensons que les réponses appropriées ont été apportées au phénomène secteur par secteur, et de manière itérative et participative, nous pensons que nous allons amener les acteurs concernés à nous accompagner dans les réponses que nous avons apportées au phénomène secteur par secteur. Et je pense bien que cette stratégie va certainement aider à diminuer très sensiblement la corruption dans notre pays, pour faire en sorte que le pays dispose de beaucoup de ressources et qu'il puisse réaliser quand même le programme sur la base duquel le président a été élu, et qui quand même nécessite beaucoup d'efforts, parce que réunir 8 000 milliards sur les 5 ans au rythme actuel de la mobilisation des ressources, c'est très difficile. Je pense bien que c'est pour cela que c'est pour avoir pris conscience de cela que le président de la République a décidé de faire la lutte contre la corruption le cheval de bataille de son mandat. Et qu'en est-il au niveau du service des impôts? Et là également, l'accompagnement y est. Là également, nous allons mener des investigations. Sur ces jours-ci d'ailleurs, nous sommes sur des investigations que nous sommes en train de mener au service des impôts. Des études ont été faites également au niveau du service des impôts, où nous avons identifié des insuffisances et où nous avons proposé des solutions de concert avec certainement les services des impôts ou le ministère des Finances. En les mettant en œuvre, nous n'avons aucun doute que sensiblement les recettes vont être améliorées. Donc, à vous entendre, Monsieur le Président, votre champ d'action est sans limite. Oui, c'est vrai que c'est certainement aussi les capacités de l'homme, les capacités de prédation de l'homme qui sont sans limite. Et c'est pour cela que la meilleure lutte contre la corruption, c'est de pouvoir à tout moment apporter des réponses à cette criminalité qui est multiforme. En parlant d'infractions assimilées, voyez-vous, de la mobilisation des ressources, nous sommes tombés sur la sauvegarde de la vertu, et tout cela concourt justement à la lutte contre la corruption, parce que en perdant la vertu, quelque part, dès que vous fouillez, vous allez retrouver la corruption. Vous avez la corruption active et la corruption passive, c'est-à-dire que lorsque vous avez des agents du ministère de la fonction publique qui prennent quelqu'un qui a 0 dans les 2 matières et qui lui met 16, ce n'est pas pour rien. Je suis convaincu qu'il s'est passé quelque chose. Et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai remarqué, en tout cas au niveau du procureur de la République, ils ont pu trouver des gens qui ont dénoncé, qui ont reconnu avoir versé de l'argent, et également des agents qui ont reconnu avoir perçu de l'argent pour mettre quelqu'un qui ne le mérite pas sur une liste. Voilà, donc effectivement, vous avez raison, on peut dire que notre champ d'action est très grand, mais quelque part aussi, c'est un peu ça aussi le travail de la lutte contre la corruption, parce qu'on doit être toujours sur nos gardes, toujours à l'avant-garde du combat, dans la détection de l'infraction, dans la prévention, mais également aussi dans la sensibilisation. Monsieur le Président, il y a un récent sondage du laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local de l'ASDEL. Un sondage indique donc que 47% des Nigériens interrogés estiment que les performances du gouvernement en matière de lutte contre la corruption sont mauvaises. Or, en 2013, il n'était que
39% des sondés qui étaient de cet avis. Alors, est-ce à dire que la vigilance était quelque part relâchée ou alors que ce fléau a pris d'autres formes plus ou moins difficilement identifiables? Certainement, j'opterai pour la deuxième, pour votre deuxième proposition. Le phénomène de la corruption au Niger, à l'instar des autres États du monde, est réel et on ne peut pas le nier. Les efforts du gouvernement dans la lutte contre la corruption, c'est un sondage, mais dans un cadre purement technique. Quand on fait la lutte contre la corruption, c'est pour que le gouvernement puisse faire des réalisations. Il est évident que si on regarde aujourd'hui l'ensemble du territoire du Niger, il est indéniable que des réalisations sont bien là. Et que donc, quelque part, c'est pour cela qu'avec une satisfaction relative, on peut dire que la lutte contre la corruption a apporté des résultats qui sont visibles et donc que l'objectif est en train d'être au moins recherché s'il n'est pas atteint. Ce ne fut pas comme ça par le passé. Il n'y a pas longtemps encore, avec toute la mobilisation des ressources qu'on peut faire, vous ne pouvez pas trouver de preuves tangibles que la dépense publique est bien là devant nous. Mais n'empêche que c'est un phénomène mondial. Regardez un peu ce que les Panama Papers ont révélé de par le monde et où on est à mille lieues d'imaginer certaines personnes qu'on a retrouvées dans ces Panama Papers. Et donc voilà, le phénomène, il est réel. Le Niger ne fait pas exception et le combat doit être permanent. C'est un combat que doit mener nous tous, mais surtout la société civile à qui on peut aujourd'hui reprocher de n'avoir pas suffisamment contribué au combat, parce que le rôle de la société civile dans la lutte contre la corruption est essentiel. Parce que non seulement la dénonciation qu'elle est censée porter cause moins de problèmes s'il s'agit de la société civile, parce que, vous savez, le grand problème de la dénonciation, c'est que, généralement, les représailles qui suivent celui qui a dénoncé font aujourd'hui que, de moins en moins, les gens ont envie de nous saisir pour dénoncer. Mais je pense bien que lorsque c'est la société civile qui dénonce, les représailles sur cette société civile sont moins perceptibles et donc difficilement réalisable. Voilà pourquoi nous pensons que nous allons cette année mettre l'accent sur une collaboration étroite avec la société civile pour faire en sorte qu'elle porte en elle, qu'elle porte également le combat à nos côtés. Et certainement que je n'ai aucun doute que nous allons certainement faire avancer les choses, d'autant que à l'issue de la rencontre avec le président de la République, les objectifs qu'il a affichés cette fois-ci sont vraiment d'une autre envergure. Nous étions 134e en 2011, 113e en 2012, 106e en 2013, 103e en 2014, 99e en 2015. Cette fois-ci, le président a mis la barre très haut et aimerait que dans un très proche avenir, nous soyons autour de 60e. Et pour cela, il faudra nécessairement passer par des réformes, mais il faudra également passer par l'engagement de tous, surtout de la société civile, les médias, qui sont à nos côtés, c'est vrai, mais des balbutiements, je pense bien qu'il va falloir vraiment passer aux choses sérieuses si on veut atteindre ces objectifs. Je n'ai aucun doute que l'objectif de la recherche du développement qui sous-tend toute lutte contre la corruption, qui est sous-tendu par toute lutte contre la corruption, va certainement porter des fruits si on s'y met tous. L'opinion a tendance à croire que les centres pénitentiaires n'accueillent que du menu fretin en termes de délinquance économique, alors même que, permettez-moi l'expression, des grosses pointures, présumées coupables de malversations diverses, continuent à narguer leurs concitoyens. Alors, la Halcia agit-elle à double vitesse? Y aurait-il au Niger des citoyens intouchables? La Halcia est une structure rattachée à la présidence de la République, c'est vrai, aujourd'hui dirigée par un magistrat, mais je pense bien que le problème que vous posez relève plus du ministère de la Justice. Et cette dérive que vous venez également de rappeler dépend tout simplement de la politique pénale. La politique pénale étant définie comme étant une priorisation de réaction par rapport à un phénomène criminel.
Alors, le menu Fretin se retrouve en prison, les grosses pointures qui auraient commis des malversations courent les rues. Oui, c'est bien possible, oui, mais c'est une question ce n'est pas tant la lutte contre la corruption que la lutte contre l'impunité. Et ce n'est pas le même processus. La lutte contre la corruption se met en œuvre à travers une stratégie, à travers une prévention. La lutte contre l'impunité demande tout simplement de la fermeté de la part du gouvernement. Cette fermeté, certes, a fait défaut. Je pense bien qu'il faut le reconnaître. Cette impunité a trouvé sa porte d'entrée dans la gouvernance actuelle avec l'affaire du ministère des Finances en 2011. Et c'est certainement ce qui a pu plomber cette volonté d'être intransigeant dans le traitement des affaires scabreuses. Mais je pense bien que c'est une question d'opportunité. Aujourd'hui, avec l'engagement récent pris par le président de la République, je pense que la justice aura la possibilité de pouvoir apporter les réponses attendues par le peuple nigérien, puisque cette volonté politique y est, puisque cette politique pénale est assez impulsée. Il suffit aujourd'hui que les affaires puissent être sorties, étant entendu qu'elles ne sont même pas prescrites. Vous savez, il faut aussi reconnaître que la justice, certes, elle est lente, mais elle a ces mécanismes qui font que, tôt ou tard, de toutes les précautions avant vous avez beau courir, tôt ou tard, si vous avez commis ce genre d'infraction, vous allez être attrapé et vous allez pouvoir être poursuivi. D'autant que la prescription en matière de blanchiment et en matière de certains recels, elle n'est pas... techniquement, on parvient à la contourner et faire en sorte que tant que vous continuez, on est dans les cas de délit continu, tant que vous continuez à bénéficier des fruits de votre larcin, à tout moment, on pourra toujours vous rattraper, même si c'est 20 ans, 30 ans, 40 ans, autant qu'il le faut. En tout cas, on peut toujours vous faire payer ce que vous avez fait comme subir comme préjudice à l'État. Donc, pour me résumer, la lutte contre l'impunité est différente de la lutte contre la corruption, mais je pense bien que c'est une question de politique pénale. La politique pénale impulsée par le gouvernement qui est aujourd'hui conscient que pour pouvoir réaliser le programme de Renaissance 2 qui nécessite 8 000 milliards de francs CFA, 8 000 milliards pour les réunir, en tout cas si les malversations, si la dilapidation des ressources, si l'évaporation au moment de la mobilisation continue, les 8 000 milliards ne vont pas être facilement mobilisables. Or, si le gouvernement se fait le devoir de mobiliser les 8 000 milliards qui nécessitent la mise en œuvre du programme de Renaissance 2, il va falloir effectivement crier le holà par rapport à toutes les dérives et rétablir effectivement le monopole fiscal de l'État et rechercher efficacement rechercher l'efficacité de la dépense publique. Oui, Monsieur le Président, en dépit de tous vos efforts, de tout le soutien que vous affiche le Président de la République, pour vos efforts pour démasquer des citoyens indélicats, vous n'avez-vous pas quelque part le sentiment que vous prêchez dans le désert? N'arrive-t-il pas que des dossiers bien ficelés par vos soins soient classés sans suite au niveau de la chaîne pénale? C'est tout le problème du texte qui nous porte. Nous avons été créés par un décret qui, certes, a montré rapidement la volonté du président de la République de lutter contre la corruption. Mais il se trouvait que ce décret était trop faible pour porter un combat pareil. Généralement, en tout cas, les standards préconisent que la lutte contre la corruption soit portée par une loi, et cette loi a eu du mal à se faire adopter au Niger. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'espoir est permis, puisque j'ai cru comprendre que le circuit d'adoption de la loi est aujourd'hui avancé. Et peut-être dès la semaine prochaine, nous allons avoir au cours du prochain Conseil des ministres cette loi. Si cette loi existe, vous allez voir certainement des résultats complètement différents. Parce que, voyez-vous, avec le texte que nous avons, les résultats que nous avons obtenus relèvent même de la magie, pratiquement. Parce que beaucoup d'attributions qui étaient nécessaires pour l'accomplissement de notre mission, nous ne
les avions pas. Et souvent, nous passions par des subterfuges ou souvent des chemins détournés pour pouvoir arriver à détecter les infractions. Et donc, aujourd'hui, si nous avons cette loi qui est nécessaire pour que nous puissions faire le travail, je n'ai aucun doute que très rapidement, vous allez voir les choses changer. Et je pense bien que c'est pour cela que d'ailleurs, vous avez vu pendant tous les 5 ans qui ont passé, chaque fois que nous avons l'occasion, nous réclamons à corps et à cri l'adoption de cette loi qui n'a pas pu se faire. Mais je suis convaincu que si nous avons la loi, les choses vont changer. Votre mission suppose la mise à disposition d'importants moyens, tant matériels qu'humains. Est-ce qu'à ce niveau, vous êtes bien outillé? Des moyens ont été mis à la disposition de la Alcia, certes limités. Moi, je trouve bien que pour faire ce travail, nous avons besoin de personnel de qualité. Nous avons également besoin de moyens. J'entends par-ci, par-là que la Alcia est budgétivore. Pour le résultat qu'on attend de la Alcia, je pense bien que les standards, nous sommes très loin des standards. Le budget de la Alcia n'a jamais dépassé 1 milliard de francs CFA et où donc la consommation au regard des libérations au compte-gouttes du ministère des Finances, rarement nous dépassons les 500 millions pour faire fonctionner cette structure. Je pense bien que les moyens ne suivent pas, mais j'ai cru comprendre que les instructions ont été données pour que, au regard du combat qu'on nous demande de mener, que des capacités, oui, aussi bien opérationnelles que financières, vont être certainement doublées ou en tout cas renforcées pour pouvoir atteindre les objectifs qui nous ont été fixés. Des objectifs qui, il faut le rappeler encore, nous demander d'arriver, de chercher le classement de 60e dans l'indice de perception de la corruption, c'est-à-dire le meilleur de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'aujourd'hui c'est le Sénégal qui est 61e. 60e, ce n'est pas impossible, mais je sais que ça demande vraiment beaucoup d'efforts. Ça demandera certainement aussi beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Aussi bien de travail à abattre, mais également de fermer les yeux certainement sur lorsque les sanctions vont commencer à tomber. Monsieur le Président, merci. Merci beaucoup, Foguet.